sorciers, moi c'est Salem et je suis avec Ipu, Panta, Hello. Gizmo Youpi. et Linus. Salut. Et aujourd'hui on va parler de Halloween. Ah, c'est là que j'aime. Halloween, chez les Moldus, c'est le moment de l'année où on peut sortir nos déguisements Harry Potter et passer un peu moins pour une personne étrange que d'habitude. Mais dans la saga, c'est aussi un événement très important qui revient surtout dans les quatre premiers tomes, dont on découvre des significations beaucoup plus importantes sur la suite. Et donc je propose aujourd'hui de revenir par toutes les dates importantes de Halloween qui marquent l'univers de Harry Potter. On peut commencer par la plus ancienne, en 1492, à Halloween. Le pauvre Nick quasi sans tête se fait décapiter, enfin presque, quasi décapité. Mais du coup, c'est quelque chose dont on reparle que dans le second livre et qui n'a malheureusement pas été repris dans les films. Et C'est surtout hyper important parce que c'était la première date donnée dans la saga et c'est donc ça qui a permis de dater toute l'intégralité des tomes de la saga à la base. Parce qu'on dit dans le tome 2 qui fête son 500e anniversaire de mort, on a cette date-là et donc il a suffi de faire le calcul pour savoir que c'était en 1992. Traduction pour les auditeurs belges. Mine de rien, c'est effectivement une date super importante. C'est amusant que ce soit la première date d'Halloween. Du coup, c'est assez symbolique. Mais ce qui est très cool aussi, c'est toute l'histoire de Nick Cady sans tête sur comment il a été décapité et tout ça, qui est un passage qui a été coupé du deuxième tome, parce que l'éditeur trouvait ça trop long. Il y avait toute cette chanson que J.K. Rowling avait écrite où il racontait qu'il avait invité une jeune fille et que en voulant la séduire, il avait fait pousser des défenses. Je sais plus de quoi. Ah, c'était pour lui améliorer les dents ou quelque chose comme ça, j'imagine. Et il avait poussé des défenses et du coup il avait été condamné. Et du coup je trouve ça, c'est toujours petite anecdote sympa sur lui. Il se passait des trucs sympas à Halloween, au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge. Mais... Des rendez-vous amoureux très réussis. Ouais. Tu n'as pas laissé l'occasion à Nick de réparer. Il y a bien un aurore en toge qui a débarqué quelque part et qui a fait une petite oubliette. Et... Ah bah non, parce que sinon, il n'aurait pas été décapité. Mais après. Ou alors l'aurore est arrivé après. À l'époque, les aurores étaient donc lents, ce qu'on peut en conclure. De quand date le transcalage? On dévie. La prochaine saga de J.K. Rowling se passera en 1490. Reprendra les aventures de Nick quasi sans tête. Moi, je me trouve une saga magico-historique. Ah, mais clairement, moi je suis totalement à fond pour une saga de la magie Moyen-Âge ou en Antiquité. Histoire de la magie. Et donc, finalement, au lieu d'adapter le Quidditch à travers les âges, ils vont adapter directement l'histoire de Poudlard. La magie. Mais nous devions, je vous l'accorde. Les révoltes de gobelins, tout ça. Une série présentée par Professeur Beans. Si on avance dans le temps, plusieurs siècles plus tard, la prochaine date d'Halloween marquante, c'est en 1981. Et c'est le triste assassinat de James et Lily. Ambiance. Youpi. Oui, bah c'est Halloween, hein. On fait des bonbons. Mais en fait, il est déguisé. C'est ça, c'est Voldemort, il a toqué, il a fait pas son friandise. Il n'y avait pas de bonbons chez James et Lily, et du coup, ils se sont fait tuer. Et c'est pour ça qu'il a développé un goût pour les bonbons derrière. En fait, il y avait toute cette frustration accumulée d'un point de vue séparant que du coup grenouille. Pourquoi ils n'avaient pas de bonbons? Simplement parce qu'on leur avait dit ne sortez pas de votre maison. Putain, tout est parti de ça. Leur course d'Halloween pour avoir les bonbons pour les gens qui avaient passé. Ah là Si là. Dumbledore, il avait amené des provisions, ça se serait jamais passé comme ça. Dumbledore, il mangeait des provisions. Bah oui, c'est bien pour ça, c'est bien le problème. La vieille dame du train aurait dû venir les livrer.
c'était le point Cursed de cet épisode. On notera tout de même que du coup, quand il sort de chez lui le lendemain, Herman Dursley se dit pas que les gens habillés en robe avec des chapeaux, ça devrait juste être des gens déguisés, alors que parce que c'est Halloween, hein, donc il y a peut-être une petite incohérence dans un petit. Ouais. Le lendemain, c'est trop tard pour être déguisé. Oh, bon, C'est les gens qui reviennent de soirée. ils sont un peu à la masse. Hein. Mais Vernon Dursley n'est pas à la masse. Il est à la perceuse. Il est Oh, ça c'est. Ah là là, on va mettre ça sur le compte de la maladie. Mais ouais, non, c'était encore une soirée vachement sympathique. On sent déjà une commence se dessiner sur le sens de l'humour des sorciers pour Halloween. Mais du coup, moi, ce que je me demande vraiment, c'est s'il y avait d'autres personnes qui fêtaient vraiment Halloween pendant cette période-là et qui s'est simplement dit, et tous les Voldemort et les mange-morts qui se baladent dans la rue, c'est simplement des petits costumes sympathiques. ouais, c'est trop bien Halloween cette année, les gens ils y vont à fond. J'ai pas souvenir en fait qu'il y ait déjà eu genre des fanarts ou des trucs comme ça sur ce truc-là. C'est assez fun à imaginer. Bon, il y a toujours des fanarts. C'est juste qu'on les a pas vus. Et taper fan Harry Potter Halloween. Mais du coup, ouais, en gros, Halloween, tu crèves. Cool. Voilà, les 2 premières dates d'Halloween de la saga, nous avons déjà 3 morts. Qui dit plus? Qui dit plus? Et ben 1991. Soirée, quand même. Bah si, en 1991, c'est le troll qui est mort. Ah oui, voilà. Autre personnage très important de la saga. Il est mort, elle est mort. C'est ça? Ah. Techniquement, il est pas mort, il est assommé. Il est assommé. Ouais, hein. Assommé, il pourrait se réveiller à tout instant. Ouais, donc le troll qui est rentré par Quirrell pour essayer d'aller choper la pierre. On se dit quand même qu'il fait sa première tentative à Halloween et que finalement c'est qu'en fin d'année où il y arrive à peu près quoi. Et il a mis quand même un peu de temps pour réussir à passer cette épreuve. Par rapport à Harry, Ron et Hermione qui le font en un jour, le jour même quoi. Après, le truc, c'est ce que dit à un moment, c'est ce que dit Hagrid d'ailleurs après, c'est que le seul truc que Quirrell ne savait pas, c'est comment passer devant Touffu sans se faire zigouiller. Donc après, les autres épreuves, il connaissait, mais déjà la première, ben, tu perds une jambe, ça te complique un peu la tâche pour la suite, quoi. Mais du coup, normalement, les informations sur Touffu, il les a quand il apporte l'œuf de dragon. C'est en échange de l'œuf de dragon qu'il arrive à parler. Ouais. Donc il les a tôt dans l'année. Enfin, je veux dire, l'œuf de dragon, on a quand même eu le temps de le voir éclore, d'avoir. Ce qui manque, c'est le détail des épreuves. Hein. C'est ça qu'il essaye de récupérer auprès de Rogue, quand même. Enfin, Rogue essaye de récupérer auprès de lui, mais je pense que c'est un peu réciproque aussi. C'est vrai qu'il y a cette scène qui est super étrange dans l'école des sorciers, qui pour le coup apparaît pas dans les films. C'est après le deuxième match de Quidditch, quand Harry attrape du dort super vite, et il part après le match au-dessus de la forêt, survolé, pour aller espionner Quirrell et Rogue, justement. Et à ce moment-là, Quirrell, il lui manque encore des éléments, quoi. Et c'est à peu près à la même époque que l'arrivée de Touffu. L'arrivée de Norbert, pardon. Norberta. Ouais, mais du coup, quand même, je reste persuadé que Quirrell est quand même un incapable par rapport au trio qui plonge la tête la première dans les épreuves et arrive à toutes les faire. C'est-à-dire que manifestement, il est moins doué que ne l'a été que de verre. Donc, c'est une question de timing, c'est qu'il pensait que voilà, s'il faisait discretos en fin d'année, les gens s'attendaient à ce qu'il parte en vacances, et donc du coup, hop, personne ne se rendrait compte. et puis je pense qu'il a peaufiné ses plans aussi un petit peu, qu'il voulait être sûr de ne pas se louper. Voilà, il fallait réussir à éloigner Dumbledore aussi. Pas forcément... Oui, et puis d'un point de vue littéraire, c'est tellement plus logique de faire ça à la fin de l'année scolaire. Oui, c'est sûr que avant la rentrée de Harry, ça aurait été un peu dommage. Oui, mais ça. si ça arrivait le 5 septembre, on se serait emmerdé pendant le reste du bouquin.
Et donc les examens ne sont finalement pas annulés parce qu'il ne s'est rien passé cette fin d'année. Les gars, vous avez eu 2 mois pour réviser. Merde. Et donc on peut faire 6 chapitres sur les examens. Un autre truc qui est quand même vachement cool sur le passage du troll avec dans le premier tome, c'est que c'est le moment qui va quand même lier Harry et Ron avec Hermione, qui était un passage que l'éditeur de J.K. Rowling avait dit, enfin, avait voulu couper, et elle a dit qu'elle avait refusé de le couper parce que, enfin, elle avait, dans cette édition annotée, voilà, une petite anecdote sur le processus d'écriture, et ouais, elle dit j'ai refusé de le couper parce que pour moi il fallait vraiment quelque chose de littéralement énorme pour que Hermione devienne amie avec Harry et Ron, et donc que c'était, enfin voilà, il fallait cette troll, c'est ça. voilà, il fallait contre le troll pour arriver à les lier d'amitié, et du coup c'est quand même hyper hyper donc et souvent enfin voilà tous les éléments faits soit Halloween ou Noël, ça sert souvent à introduire des événements, des éléments de l'histoire très importants. Noël, on en parle dans 2 mois. C'est vrai que c'est des moments aussi qu'on visualise facilement, pour lesquels on arrive à se projeter dans l'ambiance facilement. Donc c'est sûr que ça aide à s'investir dans l'histoire. On notera aussi que dans le tome 1, quand même, Halloween, ça arrive finalement assez tard par rapport au suivant, où ça va se rapprocher de plus en plus du début du livre. Là, on a passé la moitié de l'histoire quand même quand Halloween arrive. Ouais. Et c'est parce que le début est très long. C'est vraiment toute l'introduction avant, mais c'est... La mise dans l'ambiance et la présentation finale un peu de Harry, quoi. Et au final, c'est dans le premier, autant dans le livre que dans le film, que Halloween est le plus présent. Le livre a le chapitre carrément qui s'appelle Halloween et qui met bien l'ambiance d'Halloween dedans. On décrit les décorations du château. Ouais. Et dans le film, ils ont repris ces décorations. On voit les citrouilles qui flottent dans la grande salle. Ouais. C'est le seul vrai banquet d'Halloween auquel on assiste. Hein. Ouais. Bah, techniquement, en fait, on n'assiste pas à celui du 2, puisque on y est pas. Enfin, ils y sont pas. Ils sont à l'anniversaire de mort. Mais en tête, enfin, attendre d'arriver à ces événements-là pour reparler du banquet, je sais pas. On assiste à celui du 3 et 4. On assiste à celui du 3, un banquet de Halloween vraiment. Dans le 4, c'est quand même moins Halloween, le vrai sujet, quoi. Dans le 4, c'est l'arrivée des autres écoles, c'est ça? Ah, même pas. Tirage au sort. Ah oui, tirage, oui. Mais c'est au final assez surprenant que Halloween soit de moins en moins présent parce que c'est quelque chose que dans l'imaginaire collectif on associe tout de suite aux sorciers, à la magie. Et c'est marrant qu'elle en ait fait quelque chose d'important au début, puis petit à petit elle s'en est pas mal détachée. C'est un peu comme la chanson du chapeau, en fait. Elle a dit qu'elle avait interrompu parce que les moments devenaient graves et que du coup, c'était vraiment forcément le moment et qu'elle a remis une chanson au moment où c'était important. Et là, c'est vrai que Halloween, c'est quand même très festif et c'est plus dans l'ambiance. C'est vraiment au retour de Voldemort, quoi. On n'en entend plus parler. Ouais. Et parce que c'est plus les moments où on a envie de faire la fête à Poudlard. Évidemment. D'un point de vue aussi peut-être plus littéraire, il y a aussi, je pense, le fait que le premier tome, il reprend beaucoup d'éléments d'inspiration mythologique, du folklore, etc. Et reprendre Halloween, bah, c'était une manière de se réapproprier tous ces codes autour de la figure de la sorcière et des sorciers, la mythologie qui va autour, et de les réutiliser. Et du coup, pour donner des points de repère aux enfants, parce que, voilà, à la base, le bouquin, le public visé, c'était quand même des enfants de 8-9 ans. Donc, leur parler d'Halloween, bah, c'était quelque chose de familier, ça donne ça donne des points de repère. Et une fois qu'on est rentré dans la saga, que la saga crée son propre univers avec ses propres références et ses propres codes,
il y a de moins en moins besoin aussi d'avoir ces espèces de balises, ces espèces d'encre qui te rappellent, voilà, qui te redonnent un peu des références réelles, même si elles sont toujours là en sous-texte, et il y a toujours des petites références par-ci par-là, et plus discrètes et plus subtiles, parce que si le public grandit. Mais pour moi, il y a aussi un peu cette idée-là de départ. Enfin, pour moi, il y a aussi le fait simplement que une fois qu'elle l'a présenté la première fois et qu'elle a décrit l'ambiance et la manière dont c'était décoré, etc., elle va pas recommencer à le représenter de la même manière chaque année. Si chaque année, elle va pas recommencer à dire qu'il y avait des citrouilles flottantes, que c'était décoré pour ça. Enfin, Oui, c'est vrai. c'est comme elle dit pas à chaque fois qu'au premier banquet de l'année qu'il y a des bougies dans le ciel étoilé. Et, enfin, elle peut pas se permettre de redécrire à chaque tome ce qu'elle a déjà décrit dans le premier. Et contrairement à Noël, ce ne sont pas des vacances au moment d'Halloween, donc ça ne permet pas non plus des variations incroyables comme voilà, elle a réussi à varier énormément pour Noël, on en reparlera une autre fois, je pense. Mais pour Halloween, voilà, ben, on est un peu là, ça fait 10 mois que c'est la rentrée, il y a un banquet, mais c'est tout. Il n'y a pas de retour à la maison possible. Donc, Ouais. C'est vrai que c'est très des gizmos sur le fait aussi du coup que Harry la première fois c'est l'émerveillement parce que c'est sans doute une des premières fois qu'il peut vraiment aussi fêter Halloween on sait pas vraiment comment ça se passait chez les Dursley mais de toute façon si eux faisaient quelque chose on doute que Harry fêtait quoi que ce soit du coup il y a toujours ce côté émerveillement, découverte de la magie et des fêtes et des trucs cool de la vie auxquels Harry a échappé jusqu'ici. Et bah, une fois qu'il y a eu cette première découverte, bah, forcément, il a moins, peut-être lui aussi, besoin d'assimiler tout ça et de le décrire, etc. Et puis c'est vrai que ça reste essentiellement dans la culture anglo-saxonne une fête destinée aux enfants et que Harry grandit et particulièrement à partir du retour de Voldemort et de la mort de Cédric Diggory et du coup bah, c'est plus un enfant, du coup Halloween ça compte probablement beaucoup moins aussi pour lui. C'est vrai. C'est vrai que en France et sur le continent en général, je pense, en Europe, c'est Halloween, c'est moins ça, c'est beaucoup plus à destination des jeunes adultes maintenant que des enfants. C'est le cas culturel, je pense, mais mine de rien, ça joue, je pense, aussi sur la disparition de cette fête. Ouais. Et combien de fois on voit Halloween dans les films, en revanche, dans le film, c'est sûr. Dans le premier, ouais, mais après, Je suis pas sûr qu'on le revoit dans les autres. On voit pas l'anniversaire de mort de Nick dans le 2, donc on parle pas d'Halloween dans le 2. Si, bah, On l'évoque, mais ouais, on voit. pas sûr. Mais non, et il y a d'autres événements, effectivement, à Halloween, du coup, dans le tome 2. Ouais. Un autre événement qu'on oublie. Les décorations d'Halloween à proprement parler, elles sont pas du tout décrites. Par contre, un truc qui me semble revient assez régulièrement dans les bouquins, même quand on parle moins pour le coup du banquet en lui-même, c'est les citrouilles dans le potager d'Hagrid, qui à terme toujours pour décorer la grande salle. Et il me semble que même dans les tomes un peu plus avancés, 4, 5, ils sont mentionnés, non, De ce que j'ai pu revoir, on les croise pas, on passe très vite en fait sur octobre, novembre, et on arrive très très vite à Noël, dans les tomes suivants. Les citrouilles, on les croise dans le tome 3, effectivement. Et, il me semblait qu'il y avait un truc dans le 4 avec les scouts à pétard au moment des cours de son créature magique. Bah, dans le 4, on voit Halloween, du coup. Oui, mais tu veux dire qu'il fait déjà des allusions en amont, en fait. Peut-être un peu. Après, dans le 5, de toute façon, il s'est pas occupé de son potager, vu qu'il revient en octobre. Déjà, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis après coup, il a d'autres choses à faire encore, donc je suis pas sûr qu'on en reparle énormément. Ça m'étonnerait qu'on parle. Bah non, parce qu'après, il y en a 6, ils ont plus l'écho sur une créature magique. Ils vont voir, ils vont très peu voir Hagrid, donc. Et puis dans le 7, ce serait très très étonnant qu'on nous parle des citrouilles d'Hagrid. Du coup, c'est passé comme la deuxième année. Oui. Donc, du coup,
Et La deuxième année dont on a un peu parlé, puisqu'on a parlé de la mort de Nick Quasi-Sans-Tête. Et pour la deuxième année de Harry, il est invité à l'anniversaire de mort de Nick Quasi-Sans-Tête. Grosse ambiance. Mais c'est Ah, aussi ça, la nuit où Miss Peigne est pétrifiée par le basilic. Pauvre Miss je Peigne. crois que l'anniversaire de mort, ça donne tellement envie. C'est la grosse ambiance quand même, le banquet là, oui, en décomposition, se faire traverser par des fantômes. Au moins, ça fait vraiment Halloween. Ah ouais. C'est ce qu'on essaie tous de faire Halloween, des plats un peu qui ont une allure dégueulasse, se faire traverser par des fantômes. Qui ont une allure, pas un goût. Ouais, parce que personnellement, Halloween, en ayant l'impression d'être plongé dans un bain de glaçons en permanence, je suis pas sûr que j'apprécierais de la même manière. Ouais. Ça se discute. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a cette ambiance qui est vraiment, qui paraît presque, qui pourrait paraître cliché d'Halloween avec ce banquet immonde et tout ça, mais qui est super drôle en fait, je trouve à lire avec le recul sur voilà l'absurdité en fait de la situation et de ce fantôme qui fête les 500 ans de sa décapitation ratée et de tous ces fantômes voilà, qui essayent de goûter le goût des aliments en les traversant. Enfin, il y a énormément de petits éléments en fait, très drôles. D'ailleurs, il y a une super illustration de ça dans l'édition illustrée de Jim Kay. Il a illustré l'anniversaire de mort de Nick Quasi-Sans-Tête et elle est vraiment très belle. Et je trouve qu'elle restitue assez bien cette ambiance qui est pour le coup hyper différente de n'importe quelle autre scène. Enfin, des bouquins, il n'y a aucun autre moment où on a autant de fantômes comme ça qui discutent et qui sont ensemble dans l'attention. C'est vrai que C'est c'est là vrai. qu'on rencontre d'ailleurs un fantôme qui est important dans ce livre-là. C'est à cette occasion qu'on découvre pour la première fois Mimi Géniard, Ah. et qu'on a la première description du coup. On va la revoir par la suite forcément. C'est vrai que c'est la première fois qu'on la voit, j'avais oublié que c'était le premier moment où. Mais c'est clair que c'était un très bon moyen de l'introduire. Ouais. Mm. Clairement, l'occasion n'est pas choisie par hasard. Et même après, il y a toute cette histoire un peu absurde avec le club des chasseurs sans tête, enfin, qui est vraiment hyper anecdotique, mais qui est juste super drôle. Mm. Je trouvais que ça manquait au film du 2, parce que le film du 2 était pour moi un des moins drôles. Il n'y avait aucune scène vraiment comique dans l'entièreté du film, enfin très peu, et que c'est une des scènes qui est comique dans le livre et qui aurait pu être très comique à voir à l'écran. Enfin, il y a Peeves qui se ramène et qui fait son Peeves. C'est vrai que ça manque un peu dans le film parce que c'est quand même une grosse scène qui visuellement aurait pu être géniale en plus. Mm. Et ça va faire super bien à l'écran. Il y a plein d'éléments de prévisualisation. Et ça, c'est aussi un moment où, du coup, tout de suite, après l'agression de Mimi Géniard, c'est la première victime du basilic et ça montre quand même vraiment un tournant dans toute l'ambiance du bouquin où à partir de ce moment-là, il va y avoir tout de suite cette ambiance de terreur, de méfiance qui va s'instaurer entre les élèves. Enfin, voilà, le message avec les petits serpentards, tout le monde qui se met à se demander qui c'est. Euh, et je trouve que l'intrigue du tome 2 est vraiment très bonne. Le tome 2 est souvent sous-estimé, je trouve, mais elle est vraiment très bien construite avec ce côté roman policier et tout. Ouais. Et ce Halloween, c'est vraiment le pivot de ce truc-là. Au début, le seul événement, c'était Lockhart, qui était un peu relou. Là, on passe un peu aux choses sérieuses, quoi. Mm. Donc, Et puis ça permet en plus que Miss Payne soit pétrifiée pendant les 3 quarts de l'année. Je pense que ça arrange beaucoup tout le monde. Les élèves ne se sont pas trop plaints. Même si on peut plaindre Rusard.
pas facile à mon avis, mais Oh. Est-ce qu'on a envie de plaindre Rusard? Mais 8 mois sans son chat, c'est triste. Surtout que son chat est une malédictus, donc c'est quand même son ancienne femme. Ah. Il y a des sceptiques. C'est un peu. Mais non, c'est vrai que c'est un passage assez cool du deuxième tome. Ce passage d'Halloween. Ouais. L'année d'après. 93, c'est quand Sirius Black essaye de s'introduire chez les Gryffondors et agresse la dame du tableau. l'occasion d'une folle soirée pyjama avec tous les élèves de Poudlard dans la grande salle. Ouais. Je me suis toujours dit que ce truc-là, on sent tellement un peu le défi de hey, un jour tu vas faire dormir tous les élèves de Poudlard dans des sacs de coucher violets dans la grande salle. Enfin, ça paraît tellement absurde que ce soit leur premier réflexe de sécurité. On va rassembler 300 élèves ensemble dans 2 petites pièces où ils vont tous magiquement tenir allongés confortablement. Mais pour marquer leur Halloween, c'est génial. Mais cela dit, ça aurait pu rendre beaucoup mieux dans le film. Le film. La pyjama party? Tous ces élèves de leur truc de couchage. Mm. Ceci dit, c'est moins impactant, je trouve, comme événement d'Halloween. Le tome 3, dans le tome 3, on sent déjà que c'est moins impactant que dans les 2 premiers. Mm. Ça n'interrompt pas le banquet en fait déjà. Ouais. Alors dans le 2 non plus, ça n'interrompt pas le banquet, mais comme Harry n'y est pas, ça interrompt un peu la soirée, ils vont retourner au banquet. Et dans le 3, c'est vraiment quand les Gryffondors quittent la grande salle et qu'ils retournent dans leur salle commune. Donc, Mm. Ça impacte, du coup, on découvre le Chevalier du Catogan. On l'avait déjà On l'a déjà vu, vu, mais ouais. Il prend un peu plus prend un peu plus d'importance à ce moment-là. Mais bon. Après, en fait, ça change quelque chose à nouveau, plus en termes d'ambiance, où là, voilà, on sait que Sirius Black a essayé de s'introduire à Poudlard. Donc ça va changer l'ambiance dans le château. Il y en a qui vont, enfin il y a des nouveaux systèmes de sécurité qui vont être mis en place. Ils mettent des trolls qui patrouillent dans les couloirs, ce qui paraît complètement absurde quand on sait que dans le 1 c'était la panique quand il y avait un troll et là ils en mettent plusieurs pour patrouiller. Il y a plein de sortilèges en plus. C'est encore plus tard qu'il y avait des trackers. Non, des trackers sont plus. Après, dans le livre, en plus, il y a un gros élément comique quand même au moment où Sirius s'introduit dans le château. C'est que Dumbledore ne part pas à la recherche de la grosse dame partout dans le château. C'est Pips qui vient lui annoncer la nouvelle, qui fait des petits détours, qui ne veut pas tout dire tout de suite et qui vient annoncer ensuite Quel sale caractère il a. de Sirius Black. Exactement. Alors que dans le film, déjà, c'est le premier film de Michael Gambon quand même, donc ça aide pas au côté léger. Ce qui est amusant et qui revient dans un peu tous les Halloween, c'est qu'il y a chaque fois quand même ce côté marrant qui est rattaché, enfin, une situation comique qui est rattachée à l'horreur de la situation de la date aussi, quoi. Voilà, il y a toujours un petit côté qui vient dire c'est quand même une fête et c'est quand même drôle, il faut quand même mettre de l'humour même s'il se passe des trucs terribles. Mm. Mais d'un autre côté, c'est toujours aussi un élément, un moment où l'intrigue bascule. Il y a quand même, ça marque toujours un pivot. Parce que du coup, voilà, le premier, les liens avec Harry, Ron et Hermione, les premières agressions du basique, l'introduction de Sirius à Poudlard. Dans le 4, c'est encore plus de conséquences. C'est toujours un élément charnière quand même. Et autre chose dans le premier, c'est aussi le moment où Harry commence encore plus à se méfier de Rogue. Ouais. Puisque Rogue a tenté de passer passer touchu. Ouais. Il s'est fait
failli se faire arracher la jambe. Ça va le poursuivre d'ailleurs. C'est une haine réciproque qui sont l'un de l'autre. Et du coup, alors enfin, c'était pas le cas pour le premier, mais tome 2 et 3, on remarque quand même à chaque fois que Peeves est là pour amener un élément comique. Il n'est pas quand même là, enfin, même s'il est mentionné à plusieurs reprises dans les bouquins, c'est quand même quelque chose d'un élément assez secondaire, mais à chaque fois, la tome 2, tome 3, ils l'ont. C'est là pour pas apparaître dans les films. Mais il a quand même été mis en avant à deux reprises à cette période. C'est un peu le bouffon. Oui. D'ailleurs, il est décrit comme habillé avec beaucoup de couleurs et d'extravagance. C'est vraiment le bouffon de l'art, en fait. Il est là pour éviter que tout le monde se prenne un peu trop au sérieux. Quatrième année. Quatrième année. 1994, c'est la soirée d'Halloween que sont sélectionnés les champions du tournoi des trois sorciers. C'est le concours de Did you put your name in the cupboard of fire? Le soir où Ron va commencer pour la première fois à faire la gueule à Harry, ce qui reviendra plusieurs fois. Ce qui viendra trop souvent par la suite. Ron est un peu comme Malfoy de ce point de vue-là, c'est un peu une drama queen. Tous les drama queen. Oui. Harry, c'est la grande drama queen de l'histoire. On est d'accord. Draco est pas mal quand même dans le genre. Ouais. Enfin bon, dans tous les cas, donc c'est de nouveau un tournant de l'histoire, puisque c'est quand même Harry qui est sélectionné dans les champions, alors que jusque-là, le tome paraît pas avoir beaucoup d'histoire autour de Harry jusque-là, puisqu'il peut pas participer, il peut pas s'inscrire, donc Pas de Quidditch, plus le tournoi de Quidditch est annulé, donc ça devient encore moins que d'habitude. Ça met vraiment Harry en second plan quasiment pendant tout le début, et puis tout d'un coup finalement on fait haha non en fait vous en faites pas, ça reste un Harry Potter, on va quand même avoir qu'à laisser tourner vers lui. Ça sera pas Cédric Diggory, la coupe de feu. Désolé les bouffes souffles. Ce fut Cédric Diggory et la pierre tombale. Oh. Pour rester dans le thème Halloween. Mais, ouais, non, c'est vrai que tout le début, entre l'annonce, enfin, j'ai l'impression que ça passe aussi très vite. Les premières semaines, entre la rentrée, l'annonce du tournoi et la sélection des champions, enfin, dans mon souvenir, dans le livre, ça passe vraiment. Il y a très peu d'éléments de rebondissement entre les deux, quoi. Il se passe quand même les tentatives pour s'inscrire des jumeaux, il se passe... C'est la veille. Parce que les champions arrivent le 30, enfin les écoles, pardon, les deux écoles étrangères arrivent le 30, ils installent la coupe, la coupe est là pour 24 heures. En fait, les 24 heures prennent tant de place que les 2 mois d'avant. En gros. Deuxièmement, enfin, il y a quand même toute la coupe de Quidditch. Oui, non, mais je parlais depuis la rentrée, la rentrée du septembre. Ouais. Entre l'annonce du tournoi, quand il arrive à Poudlard début septembre, et l'arrivée des champions, finalement, à part la découverte des scouts à pétard, qui a été une erreur pour tout le monde. On n'a pas vu non plus dans les films d'ailleurs. On n'a pas vu tant de créatures magiques que ça. C'est dommage, on aurait tous tellement aimé savoir à quoi ressemble vraiment Veracruz. On se rappelle toujours. Un scout à pétard, il y en a Zack Prograstique et le Veracruz géant. Un scout à pétard, il y en a un qui est dessiné sur la couverture ukrainienne du tome 4. Et le dessin est assez cool. Je crois qu'on en voit de toute façon dans les jeux vidéo ou dans les illustrations. Pottermouth aussi. Dans les jeux vidéo, c'est des crabes de feu, mais. Si, dans le jeu vidéo du 4e film, il y a des scouts à pétard. Ah ouais, mais le 4, ouais. Et on n'en voit pas dans l'Ordre du Phénix aussi Je pense pas. L'Ordre du Phénix, dans le jeu vidéo, c'était trop un monde ouvert pour ça. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de quête où il fallait affronter des créatures ou quoi que ce soit. Donc, les sombrages, vraiment juste
jusqu'au 4 où il y avait vraiment ces créatures à affronter. Et c'est vrai que le 4, c'est celui auquel j'ai le moins joué parce que c'est le moins bon. Mais c'est possible que là-dedans. Des- Oui, euh, totalement d'Halloween. mais par contre, enfin, c'est vrai que du coup, en y repensant, il y a quand même l'utilisation à Halloween sur les années, notamment, enfin, toujours pas trop partout en 4 par rapport au tome précédent, mais la utilisation des fantômes, des chats, des choses comme ça qui font partie de la mythologie aussi d'Halloween, ça montre aussi que Rowling, elle joue un peu avec ses parallèles, quoi. Et là, déjà, dans les deux premiers, c'était assez présent. Pareil, le troll qui est une créature, c'est terrifiant. Ça, mais déjà, à partir du 3, ça se perd un peu. Et Mm. dans le 4, c'est complètement inexistant. Et après, ça se perd. Ce qui est dommage parce qu'en 5e année, ils avaient Ombrage, ils auraient pu faire un super repas d'Halloween. Ça aurait été la grosse ambiance. Ouais. C'est l'occasion de lui renverser un petit peu sur la tête. Oh non, zut, je l'ai pas fait exprès. Je pense que ça lui aurait bien été. Du coup, après le tome 6, c'est ce qui fait. Tome 5, il se passe rien, tome 6, il se passe rien. Mm. Donc ça, Il n'y a pas. C'est pas genre l'infiltration du ministère ou. Non, non, c'est le c'est le 2 septembre qui s'invite. 2 septembre. C'est pas la vie de Ron, c'est rien de particulier. Ouais. Bon, on apprend juste un peu plus Dans sur. le 7 après, le seul fait qu'on a, c'est Noël. Ouais, et on en apprend un peu plus sur la mort de James et Lily. Donc, même si elle en parle pas comme de Halloween, c'est quand même une date qui se passe le soir d'Halloween. Mais c'est plus Ouais, du c'est tout réellement passé, quoi. dans la même Mais par ambiance. contre, c'est vrai que du coup, dans le tome 7, quand il y a ce souvenir de Voldemort, de la nuit où il est parti tuer James Cleary, là, il dit par contre que Voldemort il croise des enfants déguisés, qu'on lui dit ah super costume monsieur, et que quand il voit son visage, ils sont terrifiés. Et du coup, enfin, je me demande un peu s'il n'y a pas eu un peu un revirement par rapport au premier tome où cet aspect, comme tu disais tout à l'heure, les news était complètement effacé notamment par rapport au point de vue de Vernon Dursley ou quoi. Et si c'était pas un moyen un peu de rattraper cet oubli. Je sais plus si la date de la mort des parents est connue dans le premier tome. Est-ce qu'on dit que c'était le 31 octobre? Je pense pas que ce soit dit, je pense que c'est arrivé en interview. Oui, on le savait avant, mais du coup, est-ce que finalement, elle y a pensé à l'écriture, même si techniquement, elle a passé beaucoup de temps à l'écrire, le tome 1, donc elle devait avoir fixé plus ou moins la date, mais, mais du coup, il y a un peu ce côté, je rattrape cet élément qui manquait un peu dans le premier tome, cette référence à Halloween dans le cadre de la mort des parents, euh, qui, se, qui vient s'ajouter. Ouais. Mais ouais, du coup, ça fait un peu les traditions se perdent, même chez les sorciers. Où va le monde? Et De toute façon, le principal intérêt d'Halloween chez les sorciers, c'est comme souvent la bouffe. oui, c'est les bonbons. Mais t'imagines, t'arrives à Poudlard, tu te dis ah putain, trop bien Halloween, plein de bonbons, plein de citrouilles partout, et puis tu finis, tu ah bon, bah en fait, j'ai fait me faire tuer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, bah super, merci. En vrai, je ne plus Halloween maintenant. C'est pas comme ça qu'on me l'a plus vendu. J'ai pas trop d'autres éléments qui me viennent en tête sur les derniers tomes qui pourraient être mis en parallèle. Bah, je pense pas qu'il y en a, non? Non, c'est vraiment complètement coupé, vraiment complètement déconnecté. Et l'automne, on passe extrêmement vite de septembre à décembre en général. Mm. Ouais. Parce que c'est aussi des tomes où on s'attarde plus sur le mois d'août, par exemple. Ouais, Et, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus au niveau des vacances. alors c'est le 4, hein, parce que dans le 4, il y a quand même la Coupe du Monde, mais c'est vrai que on commence beaucoup plus tôt
enfin, on commence pas plus tôt, mais on passe beaucoup plus de temps sur l'anniversaire de Harry, sur la rentrée, et après la rentrée, on passe très vite à Noël, en fait, souvent. Mm. En même temps, c'est vrai que si à chaque tome, elle remettait exactement anniversaire, Noël, Halloween, Noël, machin, ça aurait été pas très agréable et un peu lourd. Un peu formulaïque, quoi. Ouais. Non, mais après, voilà, je trouve que c'est intéressant ce que je trouve qu'elle vous disait tout à l'heure sur le fait que, au fur et à mesure que les tomes s'assombrissent, il y a moins cette ambiance Mm. de faire la fête, etc. Et que finalement le trio grandit et donc Halloween ça leur parle moins que quand ils avaient 11 ans. Ouais. Ça reste une bonne occasion de se costumer. C'est vrai. Halloween, ça reste très drôle. Outre les quelques morts survenus pendant les fêtes d'Halloween, on espère que vous allez passer une bonne soirée d'Halloween, que vous allez pouvoir sortir vos déguisements de Harry Potter, que vous allez Et pouvoir... manger plein de dragées de surprise de Bertie Crochu. Voilà. Et regretter d'avoir mangé plein de plagées surprises de Bertrand Crochu. J'en ai mangé une le week-end dernier, c'était. Bah, j'en ai pas pris après parce que le gazon, c'était pas terrible. Mais par contre, ce qu'on remarque quand même, c'est que si Halloween se perd, les bonbons restent. Et ça, c'est quand même bien. Et les C'est championnes. beau. Et les, Et les citrouilles. et les citrouilles. Mais si t'as des citrouilles et t'as Halloween. Et finalement, la dame aux friandises, c'est un peu le mélange des deux. T'as les friandises et t'as trop peur. On finit pas sur du Curse Child. Mais non, mais c'est une belle synthèse, je trouve, tu vois. Et voilà, j'ai voulu faire un mix de tout ça et je me suis dit, ok, je vais faire un monstre sur le plat express qui Est-ce envoie. que Curside n'est pas une belle synthèse de la saga quelque part? Non. Mais du coup, c'est vrai que la dame du chariot, c'est une belle synthèse de Halloween. C'est trick and treats en même temps. Une Oh. bonne blague et beaucoup de friandises. Et ben on va finir là-dessus. Au revoir. Salut! Au revoir.